Donc je vais parler d'une recherche sur le véhicule électrique. Alors là, en l'occurrence, évidemment, ce sera plutôt avec Renault qu'avec Safran. Et c'est une recherche qui nous a amené à travailler pendant 4 ans, en même temps que le projet véhicule électrique était développé chez Renault. Alors, quand on parle d'innovation de rupture, on peut se dire que c'est quelque chose de nouveau. Et effectivement, véhicule électrique, c'est pas du tout quelque chose de nouveau au niveau de l'histoire de l'automobile, puisque la première voiture à franchir 100 km/h était une voiture électrique. Simplement, ce qui s'est passé au début du XXe siècle, c'est que la mobilité thermique je dirais, est devenue un dominant design qui a complètement écrasé les entrepreneurs qui avaient des voitures électriques. Depuis le début du XXe siècle, il y a eu périodiquement, à chaque fois qu'il y a un problème pétrolier, en fait, des tentatives pour faire réémerger la mobilité électrique, et toutes ces tentatives ont été jusqu'à présent un échec. On se retrouve à l'horizon 2010 et on voit un nouveau foisonnement d'offres à peu près sans précédent, où tous les constructeurs, non seulement ont des prototypes, ça ils en ont toujours eu, mais mettent sur le marché, dans leur catalogue, des voitures électriques. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on a affaire à une nouvelle bulle verte, comme il y en a eu dans les années 90, ou est-ce qu'on a le premier pas vers un marché de masse? Et quand on regarde les chiffres, on voit qu'on est à peu près aujourd'hui, en 2014, autour de 17 000 voitures électriques vendues. Alors on peut se dire c'est très bien, mais ce n'est pas du tout ça qui fait vibrer un constructeur automobile. En dessous de 100 000, je dirais, c'est pas de la production, on n'est pas dans le métier automobile. Donc la grande question pour l'innovation de rupture, ce n'est pas l'existence d'un produit, c'est ce qu'on appelle en anglais le scale-up, la montée à l'échelle, le passage à la masse. Et c'est ça la vraie question qui est posée aux entreprises actuellement. Ils n'ont jamais réussi à faire ça. C'est notre question de recherche. Comment concevoir une ingénierie du déploiement, le mot important ici est le mot déploiement, et ingénierie aussi, j'y reviendrai, pour une telle innovation de rupture, sachant que ce que savent très bien faire les constructeurs, c'est développer des nouveaux produits, je dirais, dans une approche classique, mais par contre, manager le passage à l'échelle d'une innovation de rupture, ça, jusqu'à présent, ils ont toujours échoué, malgré des incitations qui existent, comme Dominique nous l'a rappelé. Pour représenter un petit peu le challenge qu'il y a derrière, juste un petit graphique. Voilà, pris sur les catalogues, la comparaison entre la Golf thermique et la Golf électrique. Vous voyez ici, la Golf électrique est là, si on l'évalue par rapport à un critère de valeur collectif, évidemment, en termes de CO2, elle est bien mieux, en termes de bruit, elle est bien mieux. Par contre, en termes individuels, elle ressemble, en termes de valeur d'usage pour le client qui va l'acheter, elle ressemble bougrement à l'autre, elle est à peu près 2 fois plus chère, donc on se dit qu'il y a un petit problème. Si on veut vraiment passer d'une logique d'acheteurs militants à des acheteurs, entre guillemets, rationnels, banals, il va falloir faire quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a 3 choses qu'on peut faire. Première chose, évidemment, augmentation de la valeur du produit. Et là, les pistes sont claires, c'est la chimie des batteries, pour augmenter à la fois l'autonomie, réduire le coût, des choses comme ça. Je dirais c'est plutôt les collègues des labos de chimie qui sont aux affaires là-dessus. Et puis ça prendra un certain temps. Deuxième chose, ce que j'appelle ici l'augmentation de la valeur de la mobilité électrique. C'est-à-dire que ce qui intéresse le consommateur, ce n'est pas uniquement le produit automobile, c'est la mobilité que l'automobile électrique permet. Et donc, on voit bien que derrière ça, il y a tout un contexte d'usage qui va intervenir pour faire que l'objet voiture électrique a de la valeur ou n'en a pas beaucoup. Voilà. Dernier point, c'est la question de la perception de cette valeur. La valeur, si elle n'est pas perçue, elle n'existe pas. Un objet qui a beaucoup de valeur, mais les clients ne savent pas qu'il en a. Bon. Donc il y a aujourd'hui, sur le véhicule électrique, comme sur toutes les innovations un peu radicales, un problème de perception des performances nouvelles qu'apportent les produits nouveaux, alors que les critères de performance que les gens ont dans la tête sont complètement cadrés par les anciens produits. Donc, percevoir la valeur est une vraie question pour les innovations de rupture. On va s'intéresser plutôt à ces 2 aspects-là parce que, je dirais conjoncturellement, c'est là-dessus qu'il faut avancer pour sortir de la niche, sachant que pour les générations de produits qui viennent, c'est-à-dire
dans 5 ans, je dirais, eh bien, effectivement, là, il y a des choses à faire, évidemment. Je vais juste, dans cette présentation, me centrer sur trois aspects. Le premier, justement, va être d'évaluer les leviers par lesquels on peut valoriser la voiture électrique grâce au système d'électromobilité. Justement, tout ce qu'il y a autour du produit. Deuxième chose sur laquelle on a beaucoup travaillé au CRG, la question de l'apprentissage des clients et donc une méthodologie d'évaluation des marchés qui crée de l'apprentissage chez les clients. Et troisième chose, troisième aspect sur lequel on vient de terminer une thèse, justement d'éclairer l'entreprise sur le déploiement géographique de ce type d'innovation. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'on appelle système d'électromobilité? C'est tout ce qui entoure le produit automobile, voilà une Zoé, et qui va lui donner en fait sa valeur d'usage. Il y a évidemment la borne de recharge. Si vous n'avez pas de borne de recharge, vous êtes mal. Mais il y a les conditions de circulation. Et vous avez hier certaines décisions qui ont été prises qui montrent que ça peut être un effet de levier sur la valeur d'usage d'une voiture électrique. Vous avez des choses un petit peu plus subtiles ou moins visibles, qui sont toutes les modalités d'accès, le service, qui permet d'accéder aux bornes de recharge. Quand vous téléphonez d'Italie, vous êtes avec un opérateur italien qui se met en relation avec un opérateur français et puis qui vous facture. Donc il y a ce qu'on appelle un roaming. Bon. On n'a absolument pas ça en électricité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous passez d'une borne de recharge Autolib à une borne de recharge Renault ou à une borne de recharge Mercedes, il faut que vous ayez 3 cartes, 3 facturations, etc. Donc il y a tout un tas de services qui vont permettre d'avoir un usage beaucoup plus facile, beaucoup plus efficace. Et aujourd'hui, je dirais, ces services-là n'existent pas, il faut les construire. Il faut que les constructeurs ne s'attachent pas uniquement au produit, mais travaillent sur tout ce système. Dernière chose ici, votre batterie, elle va avoir une durée d'utilisation dans la voiture qui va être autour de 6 ou 7 ans. Qu'est-ce qu'on en fait après? Alors, si on la jette, je dirais c'est très très coûteux, parce que la batterie, c'est plusieurs milliers d'euros, 6 ou 7 000 euros. Donc, ce n'est pas possible. Donc, il y a aujourd'hui des réflexions sur une deuxième vie de la batterie, donc des services, création d'un nouveau marché, ici, autour des bâtiments, pour stocker de l'énergie dans des systèmes énergétiques multi-sources d'énergie. Il faut du stockage d'énergie. Et la batterie automobile peut être une manière de stocker cette énergie. Donc, on voit que derrière le système d'électromobilité, il y a des choses tout à fait variées, du service, de l'infrastructure, de la deuxième vie, du recyclage, des conditions d'utilisation qui vont ou ne vont pas donner la valeur au produit. Alors, ce que nous, on a fait au CRG, c'est qu'on a essayé d'évaluer l'impact de tout ce domaine que ne connaît pas bien l'industrie automobile, qui est centrée sur le produit. Et voilà ce que ça donne. Donc, on a fait des outils de simulation pour chiffrer l'impact d'une action, par exemple, sur la voirie, les voies de bus, sur les places dédiées, sur mettre des prises en copropriété, etc. On a simulé dans un outil de prévision de vente l'impact d'une action sur ces différents leviers portant sur le système d'électromobilité. Le résultat est assez impressionnant, c'est-à-dire que si on reste juste centré sur le produit, on voit qu'en 2020, on n'a pas beaucoup avancé. Par contre, si on actionne tous ces leviers, eh bien, on voit qu'on peut atteindre à peu près les objectifs que la direction des firmes ont donnés aux véhicules électriques. Ça amène à travailler à une échelle beaucoup plus réduite que ton échelle à toi, c'est-à-dire l'échelle des villes. Quand on fait une comparaison entre des villes européennes, ce qu'on a fait, on s'aperçoit qu'il y a des champions de l'électromobilité Oslo-Amsterdam, il y a des cancres. Et donc, on a essayé de développer là des outils de gestion, de manière à ce que les services d'urbanisme des villes puissent évaluer et piloter des actions locales en fonction des caractéristiques de la ville. Est-ce que, par exemple, le niveau de pollution de la ville est très important? Est-ce que la question de l'installation des bornes est intordable ou au contraire très facile, etc. Donc, là encore, des outils de gestion qui permettent d'instrumenter des problématiques qui sont nouvelles.
Deuxième aspect, l'aspect de l'apprentissage des clients. Développer dans un marché une innovation, ça ne se fait pas de manière totalement continue. Il y a au début des fanas, des militants, qui vont accepter très facilement l'innovation, mais c'est des marchés de niche, et il y a beaucoup d'innovations qui s'arrêtent là. Aujourd'hui, on peut dire que l'automobile électrique en est à dépasser ça, on est plutôt ici, on a affaire à des clients beaucoup plus pragmatiques, mais encore en dimension réduite, hein. Et ce qu'il faut, c'est engrainer, à partir de ces pragmatiques en niche réduite, le grand public, hein. Je vais donner deux exemples de marchés précurseurs, de marchés de niche. C'est le marché des taxis électriques, hein, ou c'est le marché Autolib, c'est-à-dire l'autopartage. Alors, quand on regarde ça avec une vision classique de constructeur automobile, on se dit ça, c'est pas des marchés intéressants, parce que c'est des marchés qui ne payent pas bien, et c'est des marchés trop petits. Donc, c'est très difficile à l'intérieur des firmes de déclencher des investissements significatifs sur ce type de marché. Or, pourtant, dans une optique de dynamique, c'est des marchés très importants. Pourquoi? Parce qu'ils créent de la valeur qui n'est pas uniquement la marge sur le produit, ce qui est en blanc ici, mais qui est une valeur d'apprentissage. C'est-à-dire qu'ils diffusent dans la société de l'expérience électrique. Quand vous avez un taxi électrique, chaque fois qu'il embarque des gens, les gens qui sont derrière voient certains aspects de la valeur du véhicule électrique, par exemple le silence, hein. Et en plus, ils ont une capacité de prescription, entraîner les suiveurs, hein. Si le taxi dit sa voiture est bien, on a tendance à le croire, parce qu'il est un peu ronchon, etc. Donc, on a fait des modèles pour chiffrer la valeur à la fois d'apprentissage et de prescription, et le résultat, je dirais, tout à fait impressionnant. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Renault vend à une compagnie de taxi un taxi, eh bien, elle crée et récupère une valeur d'apprentissage et de prescription de l'ordre de 2 000 € par mois. Ce n'est pas du tout anodin, ça, évidemment. Dernier point sur lequel je m'attarderai, mais très peu ici, c'est la question du déploiement commercial. Le marketing de l'automobile, c'est un marketing qui ressemble à Hollywood. C'est blockbuster. On envoie des tonnes de voitures partout de manière homogène. On fait des spots télé. Et puis ensuite, on regarde. Si ça revient, ça veut dire que le produit est bon. Si ça ne revient pas, le produit est mauvais. Bon. On sent bien que ce type de déploiement n'est pas du tout adapté à une innovation de rupture, où à la fois il faut construire des écosystèmes locaux avec des bornes, etc. Et puis, il y a des endroits où ça va être favorable et pas favorable. Donc, ce qu'on a fait là, ce que le Centre de recherche en gestion a fait là, c'est qu'il a développé des modèles fondés sur une analyse des usages de mobilité, mais fins, territorialisés, hein, pour dire où est-ce qu'il faut taper, entre guillemets. Voilà. Donc, on a produit, c'est la thèse de Félix von Pechmann qui vient de la soutenir, où il a qualifié, en l'occurrence les départements français, en termes de fort potentiel ou faible potentiel, hein. Et ça révèle des choses qui ne sont pas forcément intuitives. On se dit, Paris, ça va être génial pour la voiture électrique. En fait, pas du tout. Parce que Paris, il y a des modes de transport alternatifs très développés. Paris, il n'y a pas beaucoup de parkings, où les parkings sont en location, donc il n'y a pas de prise dedans. Pour avoir une prise, il faut demander à la copropriété. Enfin, je ne vous fais pas un dessin. Par contre, la Grande Couronne, au point de vue transport en commun, c'est un désert. Les gens, généralement, ont des facilités de parking dans leur garage, peuvent mettre des prises, etc. Pour terminer, je reviens à ma question, comment transformer une innovation de rupture en succès industriel? Alors, quand on parle d'innovation, on voit tout de suite deux choses. La techno, et puis le charisme, le leadership, Carlos Ghosn ou Steve Jobs, etc. Bon, alors ça, c'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi une infrastructure, je dirais, organisationnelle. Il faut transformer les métiers de l'entreprise. Là, j'ai parlé des métiers de marketing, j'ai parlé des métiers d'ingénierie qui doivent se mobiliser non pas sur le produit, mais sur l'écosystème autour du produit. Faire du service quand on est ingénierie produit, c'est tout à fait nouveau. Il faut créer de nouveaux outils de management qui permettent de comprendre les phénomènes. Ce que je vous ai montré sur les phénomènes de prescription, etc., c'est quelque chose d'essentiel pour ne pas faire des bêtises de décision en matière d'investissement, par exemple. Et donc, c'est un domaine où l'apport de la recherche en gestion est tout à fait important. Et c'est comme ça qu'on construit les relations qu'on a avec les entreprises. Merci.